Effectivement, la santé qui occupe une place primordiale dans l'évolution de la vie de tout individu. Il faut donc être très alerte quand il s'agit de ce que nous ingurgitons. Alors, professeur, avec vous, on essaie de parler, sinon on parlera des médicaments détournés de leur usage premier. Déjà, dites-nous à quelle fin ces médicaments sont détournés et pourquoi? Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Nous remercions la RTI pour cette tribune qu'elle offre à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire pour parler d'un problème de santé publique, le problème de toxicomanie. En effet, une des missions premières de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir la santé publique. Et ce détournement d'usage des médicaments par les toxicomanes est un réel problème de santé publique. Et c'est pour cela que nous sommes sur votre plateau. Oui. Et lorsque ces médicaments sont détournés de leur usage, ils ne font pas de bien à la communauté. Alors, on va commencer peut-être par les causes de cet état de fait. D'abord, la toxicomanie, c'est un problème. La toxicomanie ou les toxicomanies, ce sont les pratiques ou les habitudes qui résistent dans le fait de consommer des substances qui sont toxiques. Elles ont des toxicités variables, ces substances, mais elles ont surtout un impact particulier sur le système nerveux central, que nous appelons, dans notre jargon, le psychisme. Donc, ce sont des substances qui vont agir sur le psychisme. Et ce sont des substances qu'on appelle des substances psychoactives. D'accord, professeur, on l'a bien compris. Il s'agira ici de plancher véritablement sur la pratique néfaste qu'est la toxicomanie au travers des médicaments qui sont Généralement, quels sont les... J'ai pas envie de dire médicaments. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des substances nocives, mais le médicament premier a pour rôle de faire du bien. Alors, quelles sont les substances qui sont détournées et qui créent insidieusement cette pratique de toxicomanie? Vous me permettez d'expliquer qu'il y a beaucoup de substances qui agissent sur le système nerveux central. Il y a beaucoup de substances dites psychoactives. Il y a des produits illicites. Le cannabis est illicite, il est interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Oui. La cocaïne est illicite. Il y a des produits licites, on ne dirait pas recommandés, mais qui ne sont pas interdits, comme l'alcool. Il y a des solvants organiques comme le benzène, les solvants chlorés, qui sont des éléments qui entrent dans certaines activités professionnelles. Mais si le travailleur n'est pas correctement protégé, ces éléments vont agir sur sa tête. Ce sont des hydrocarbures aromatiques, la plupart des solvants. Et il y a maintenant ces médicaments détournés de leur usage, qui sont des tranquillisants, qui sont des anxiolytiques, qui sont des médicaments destinés à traiter des pathologies particulières, dans un cadre sécurisé. Mais lorsque ce médicament tombe dans la main de quelqu'un pour qui la prescription n'a pas été faite, oui, ça pose problème. Donc l'individu va utiliser le médicament qui ne lui est pas destiné, parce qu'il n'a pas été vu un médecin qui lui dise tu es anxieux, voilà, je te prescris ceci. Tu tousses, voilà, je te prescris cela. C'est ça le problème, en fait. Ce sont au départ des médicaments, mais qui sont sortis de leur contexte d'utilisation rationnelle. Et que font les pharmaciens? Ces médicaments doivent être prescrits. Donc, quand quelqu'un se présente dans une officine privée pour dire « je vais acheter ceci, je vais acheter ceci », il faut vérifier la régularité de l'ordonnance. Est-ce que le prescripteur est dûment identifié? Est-ce que le patient est correctement identifié? Est-ce que... Alors, professeur, la faille, finalement, vient d'où? Des officines? Ou comment se fait-il que ces médicaments-là tombent dans les mains de malencontreux? La faille ne vient pas des officines, madame. Le problème commence avec le fait que l'individu qui veut ce médicament, il a des motifs particuliers. Lesquels qu'il avance? Les motifs particuliers qu'il avance, d'abord, il est qualifié de toxicomane. Parce qu'il veut ça pour déranger son esprit. Il veut ça pour planer. Il veut ça il veut ces médicaments pour leurs effets euphorisants. Il veut ces médicaments pour vivre des sensations particulières. C'est un patient, le toxicomane. C'est un patient qui a perdu la liberté de s'abstenir du toxique. Il est dans une logique où il a besoin de cet élément qui trouve son esprit pour qu'il se sente bien. C'est un patient. Et si c'est un patient, nous sommes de la santé, il faut assurer sa prise en charge. Donc, il faut qu'il consulte un psychiatre. Il faut que le psychiatre voit avec lui comment examiner sa prise en charge. Et la difficulté avec ce patient toxicomane, c'est que nous disons chez nous qu'il y a passage à l'acte de toxicomanie, le fait que quelqu'un veuille prendre ce médicament pour déranger sa tête, ou le fait que quelqu'un veuille prendre du cannabis. On dit qu'il y a eu une triple rencontre. La triple rencontre, c'est quoi? C'est le produit qui circule. La triple rencontre, c'est quoi? C'est un moment socio-culturel défavorable.
l'individu est en position de faiblesse. Et puis, la triple rencontre, c'est quoi? C'est une personnalité mal construite. Quand les trois éléments sont réunis, les produits qui circulent, le moment socio-culturel défavorable et le patient qui n'a pas une bonne construction de sa personnalité, quand ces trois éléments sont réunis, il y a passage à l'acte de toxicomanie. Donc, dès le départ, c'est un toxicomane, c'est un patient qui a perdu la liberté de s'assainir. Il faut comprendre ce qui s'est passé au moment où il a déclenché cette activité de vouloir troubler son esprit. Alors, professeur, c'est vrai que vous avez cité beaucoup d'éléments et il y a aussi toutes ces causes-là. Ce détournement est-il toujours dangereux? Ce détournement est toujours dangereux. Oui. Ce détournement est toujours dangereux. Voyez-vous, monsieur, des produits ordinaires comme des antitussifs, parce que ça contient de la codéine, se seront détournés par des toxicomanes. Alors qu'on ne peut pas dire non, quelqu'un a sa toux, on va l'empêcher d'avoir son antitussif parce qu'il n'est pas passé chez le médecin. Vous voyez? Des produits comme des antidouleurs contenant de la codéine ou du tramadol. On dit non, on sait que les enfants utilisent. On ne peut pas dire qu'on va empêcher quelqu'un de se soigner. Mais c'est pour cela que nous insistons sur l'authentification de la prescription médicale. Et si c'est un conseil que le patient vient demander en officine, il faut se débrouiller pour lui donner des choses qui n'entrent pas dans les médicaments qui peuvent être détournés. Les pharmaciens travaillent régulièrement et en décembre 2018, une liste de ces médicaments a fait l'objet d'une circulaire en interne pour dire il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Parce qu'on constate qu'au lieu d'utiliser l'Ixi parégorique, par exemple, pour gérer des petits troubles, des troubles digestifs mineurs, des gens vont faire le tour de la ville ou de nombreuses pharmacies pour ramasser plusieurs flacons d'élixir parégorique. L'élixir parégorique, son nom scientifique, c'est la teinture d'opium benzoïque. Donc, ils vont faire évaporer cette teinture et puis récupérer le résidu d'opium pour faire n'importe quoi avec. Alors finalement, professeur, ce que vous me demandez, c'est qu'il y ait un assainissement même du circuit jusqu'à la délivrance des médicaments aux patients. Bien sûr, vous avez parlé aussi du patient. Normalement, quand on dit qu'on est patient, c'est qu'on est suivi par un médecin. Finalement, ces personnes-là ont une certaine connaissance sur les effets des médicaments qu'elles vont se procurer. Donc, où il y a le problème, où il y a la faille finalement, c'est la méconnaissance même aussi peut-être en officine, on va dire, de la prescription bien définie, ou pourquoi, je veux savoir comment se fait-il qu'un individu se retrouve en possession d'un médicament qui normalement ne devrait pas être en sa main, en sa possession. Le circuit du médicament en Côte d'Ivoire est celui-ci. Il y a les grossistes répartiteurs privés et un étatique qui livrent les officines privées de pharmacie. Et c'est dans les officines privées de pharmacie que les patients vont acheter les médicaments. Nous estimons que dès l'instant où ce circuit n'est pas respecté, on ne parle plus de médicaments. Dès l'instant où il sort du circuit sécurisé, voilà, ça devient le trafic illicite. Et la plupart de ces médicaments font l'objet d'un trafic illicite. Et c'est un gros problème pour l'ordre des pharmaciens. Et quels sont les auteurs ? Vous les avez identifiés? De ce trafic, où ils sont nombreux. Oui, la direction de la police des stupéfiants et des drogues travaille en étroite collaboration avec les pharmaciens et des équipes sont mises en place. Il y a des systèmes comme Cotramed et j'en passe qui font un travail. Mais on ne peut pas dire que les médicaments sont finis dans nos rues. Il n'empêche, un enfant peut prendre l'ordonnance médicale d'un parent dépressif pour se rendre dans une officine et puis prendre le médicament. Quand on regarde l'ordonnance, le patient est dûment identifié, c'est son parent malade. Le prescripteur est authentifié, c'est le parent. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faut pas que ce genre d'ordonnance tombe dans la main de quelqu'un qui n'est pas le destinataire. Il faudra tout faire pour que le patient se présente lui-même, accompagné ou pas. Et puis surtout, ce sont des ordonnances qui ne peuvent être, dont la délivrance ne peut être renouvelée que si c'est expressément écrit là-dessus à renouveler. Et les délais de traitement doivent être respectés. On ne va pas servir des boîtes pour 3 mois de traitement, non. Le patient retournera voir son médecin prescripteur qui va faire une nouvelle prescription et ça permet à tout le monde de faire le contrôle. Parce que, voyez-vous, le pharmacien est le dernier maillon de la chaîne. Donc, si lui, il a failli, le problème se pose. Alors que si on a verrouillé en officine, ça aide tout le monde à mettre de l'ordre. On va rester beaucoup en pharmacie, hein, parce que finalement, c'est là-bas que se passe la délivrance des médicaments. Alors, professeur, on reste donc en pharmacie. Vous parlez d'authentification. Est-ce que cela est toujours fait? La surveillance stricte que vous êtes en train de nous dire, est-ce que sur le terrain, c'est vraiment de mise? Est-ce qu'il y a cette surveillance stricte-là? Oui, monsieur, je confirme.
que quand les ordonnances arrivent dans les officines, l'ordonnance est analysée minutieusement avant de la servir. Surtout que ces produits ne sont pas des produits ordinaires. La codéine, les anxiolytiques, les hypnotiques sont des médicaments qui agissent sur le cerveau. Dans l'instant où le pharmacien voit ça sur une ordonnance, forcément, il marque la pause. Mais nous devons plutôt parler du patient. C'est vrai que nous sommes pharmaciens, c'est le médicament qui nous... Qui se présente et vous voilà. obtenir ce médicament. Le patient, qui est-il? C'est un patient pour qui il y a eu une triple rencontre malheureuse. Personnalité, produit, moment socio-culturel. La personnalité de l'individu se forge à la maison. La personnalité de l'individu se forge à la maison. À la maison, il y a des valeurs pour lesquelles les acquisitions doivent être bonnes. Un exemple terre à terre. L'enfant vient de naître, le nouveau-né. Pour un oui ou pour un non, il pleure. La mère regarde. Est-ce que c'est l'heure de le nourrir? Elle lui donne à téter ou elle lui donne son biberon. Est-ce qu'il s'est sali? Elle le change. Au bout de quelques mois, elle dira, ah, l'enfant, il fait ses nuits. Ça veut dire quoi, il fait ses nuits? Il dort la nuit comme tout le monde. Il permet à tout le monde de se reposer et il permet à tout le monde de reprendre ses activités normales. Il vient juste de naître. Pourtant, la mère règle ses heures de repas et ses heures de sommeil. Ce même travail doit être poursuivi dans une maison. Dans une maison normale, il y a des valeurs. Dans une maison normale, et selon la psychologie normale de la famille, le chef, c'est le père. Ça veut dire le gestionnaire de l'autorité. Ce sont des valeurs fortes qui ne doivent pas souffrir de contestation. Parce que nous sommes en train de construire la personnalité des enfants. Nous sommes en train de les aider à installer leur moi. Si le père, c'est le chef, le gestionnaire de l'autorité, la mère est là, évidemment, avec son amour, avec sa tendresse, avec sa bienveillance. La mère organise la vie de famille, les échanges et ceci et cela. Il faut que dans les familles, chacun occupe sa vraie place. Le chef, le gestionnaire de l'autorité, celui qui prend les décisions. Un exemple, une décision a été prise par le père. C'est une décision qui semble mettre tout le monde mal à l'aise. La mère est là pour consolider l'autorité du père. La mère est là pour aider le père à faire passer ses décisions. Même si la décision qui vient n'est pas bonne, ce n'est pas à elle de manifester, d'organiser l'opposition dans la maison ou de faire des remarques au père devant les enfants. La mère a un espace à l'abri des yeux et des oreilles des autres membres de la famille pour reprendre le chef de famille. Ah, papa, tu as dit ça, mais vraiment, toi-même, tu vois. Donc, elle tente de négocier avec le père la révision d'une position qui semble mettre les gens mal à l'aise. Alors, professeur, Madame, c'est très important. Je vous demande pardon. Il faut me laisser terminer. Oui, parce que ce que j'ai envie de relever en même temps, c'est clair que c'est un schéma qui est idéaliste. Aujourd'hui, il n'est pas rare aussi de rencontrer des familles de visu où tout paraît normal, mais dehors, les enfants sont aux prises et rencontrent ce genre de c'est pour cela que je vous demande de me permettre de terminer mon... Parce que c'est pas généralisé. Non, c'est pas généralisé, madame, mais... Si les rôles sont bien partagés dans la famille, si la mère aide à consolider l'autorité du père, si la mère organise la vie de famille avec des valeurs fortes, dans une famille, bonjour, bonsoir, merci, s'il te plaît, il y a eu des histoires entre deux enfants. Celui qui a offensé, on lui fait comprendre qu'il doit présenter des excuses. Celui qui a été offensé, on lui fait comprendre qu'il doit accepter. On est dans une famille, on pardonne. Ce sont des acquisitions qui sont normales pour que la construction de la personnalité se fasse correctement. L'enfant qui a grandi dans ce système normal, même quand le produit circule, même quand le moment socio-culturel est difficile, il a en lui une personnalité bien construite, bien assise. Il a en lui les ressources nécessaires pour refuser de passer à l'acte, de prendre le produit qui va brouiller son esprit. C'est pour cela que je tenais à insister sur la psychologie normale de la famille. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas idéaliste. Madame, le fait que maman respecte papa, ce n'est pas idéaliste. Oui, le fait que chacun des enfants... Que direz-vous finalement des écoles où il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des substances illicites détournées par des bonbons, des friandises? L'enfant peut être bien élevé, d'être dans un cadre de vie assaini, avec des valeurs qu'il a, mais il ne sait pas forcément la substance qu'il consomme. Et dehors, avoir des fréquentations qui l'emmènent bien dans ce genre de... Oui. Ce sont des éléments qui vont faire que l'enfant va changer, puisque son esprit est troublé. Mais il y a des éléments de repérage de l'enfant. L'enfant qui, du jour au lendemain, passe de très bonnes notes à des notes médiocres, ça attire l'attention des uns et des autres. Les enseignants vont demander à rencontrer les parents, ou les parents, même en recevant le relevé de notes, se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est l'occasion d'avoir des échanges avec l'enfant pour voir ce qui se passe. Parce que nous devons vivre avec nos enfants tous les événements qu'ils vivent.
Si l'enfant a rencontré quelqu'un qui lui a donné un produit qui a dérangé son esprit, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu. C'est un enfant qui change de comportement, il est particulièrement irritable, il fait des histoires avec tout le monde et il recule devant l'effort. Il va dire, quand j'étudie, ça ne rentre pas. Mais pourquoi ça ne rentre pas? Ces éléments-là qui perturbent l'esprit gênent la mémorisation. Donc, un document ordinaire, comme un relevé de notes, peut attirer l'attention des uns et des autres. Un document ordinaire comme une plainte d'un prof. Voilà. Je veux dire que nous ne vivons pas dans un monde idéal, mais il faut absolument que chacun joue sa partition. Et puis l'enfant peut rencontrer des gens. Qu'est-ce qui nous empêche de découvrir les amis de nos enfants pour voir si ces fréquentations nous conviennent ou pas? Je vous assure, madame, si la personnalité est construite, bien construite dans une famille qui a des valeurs fortes, même si le moment socio-culturel est difficile, même si les produits circulent, l'enfant a en lui les ressources nécessaires pour dire non. Alors, donc, professeur, merci pour ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'on va sortir un peu de la famille. Moi, j'ai envie de retourner un peu dans la rue. Parce que finalement, c'est là-bas qu'on retrouve. Voilà, j'ai envie de retourner un peu dans la rue où se trouvent ces médicaments. On parle des enfants, certes, mais on a ces adultes-là qui vont eux-mêmes voilà, chercher ces médicaments et tout. Les médicaments sont dans la rue à profusion. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait véritablement pour ne pas que vraiment ces personnes-là aillent vers ce que nous voyons peut-être à Djamé ou ce que nous voyons dans toutes les communes. Les médicaments étaient dans la rue, les médicaments continuaient dans la rue, oui. Mais la proportion a diminué. En collaboration, Dieu merci. Bien sûr, on va continuer. Le volume qui est dans les rues a diminué. Et je suis persuadée que si vous regardez mieux, je suis convaincue, les volumes que vous voyez, le marché de Roxy existe, mais aujourd'hui, les étalages qui faisaient ont vraiment diminué. Parce que la direction de la police des stupéfiants et des drogues n'arrête pas de faire de la répression, n'arrête pas de faire des saisies. Et les pharmaciens sont surveillés. Une liste de produits a été établie pour lesquels les 10 plus grosses commandes, sur toute l'étendue du territoire, les pharmaciens qui font les 10 plus grosses commandes sont convoqués régulièrement par un comité mis sur place depuis décembre 2018 qui s'appelle le comité de veille. Ils doivent pouvoir expliquer comment ils écoulent ces stocks de ces médicaments. Et je vous assure, le travail est fait, mais nous venons de loin, nous venons de très loin, et souffrez qu'on ait le temps suffisant pour que les résultats soient appréciés correctement par la population. Mais l'ordre des pharmaciens est préoccupé par ce médicament de rue. Nous disons que si le circuit normal n'est pas respecté, ce n'est pas un médicament. Et nous sévissons. L'ordre des pharmaciens sévit. Les pharmaciens sont traduits dans des cours de discipline. Et c'est malheureux de le dire, mais en décembre 2018, les pharmaciens ont été enfermés pour ça. Même si, par respect pour l'éthique, leurs noms n'ont pas été prononcés dans les médias ou ailleurs. Il faut sévir. Et les pharmaciens sévissent. Le grossiste répartiteur aussi a sa peine. Et quand le pharmacien est pris comme ça et qu'il y a récidive, en général, on ne lui livre plus. Si le grossiste ne livre plus au pharmacien, il ne peut plus vendre. Donc, je vous assure, des choses intéressantes sont faites. Les pharmaciens savent que c'est un problème, ils le prennent à bras le corps. Mais revoyons la formation de la personnalité dans nos maisons. Parce que ça ne relève pas de nous. Vous nous ramenez à la maison. Bien sûr, parce que le vide que nous laissons dans la vie de nos enfants est occupé par la rue. Et la rue vient avec des vices, comme ce genre de produit. Alors, professeur, donnez-nous peut-être un peu la physionomie des profils des toxicomanes qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Peut-être que si on a des tendances, on pourra effectivement identifier la source du problème. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le circuit d'acquisition pour les médicaments. Finalement, qu'est-ce que vous préconisez ? Un médicament doit être acheté ou acquis à quelle enseigne pour pouvoir valider de son authenticité, sinon de son circuit? La plus grosse victime de ces problèmes de toxicomanie, qu'il s'agisse de médicaments détournés de leurs usages ou autre chose, ce sont des enfants entre 14 et 25 ans, des adolescents et de jeunes adultes. Déscolarisés, hors oui, mais bien sûr. Familial. Ils peuvent être toujours à la maison, mais à la limite livrés à eux-mêmes. Vous voyez pourquoi nous insistons sur la vie de famille. Et ils peuvent être des gens qui sont engagés dans des activités difficiles. Par exemple, les chauffeurs de Baka dehors, ils vont vous dire, non, le matin, il me faut mon café avec ce type de stimulant, la Ritaline, en l'occurrence, et que ça me booste, ça me donne de l'énergie. Mais en même temps, il conduit de 5 h du matin à 21 h, 22 h. Et le soir, il va chercher un tranquillisant pour dormir. Le tranquillisant aussi, il n'aurait pas dû l'avoir, puisque la délivrance est sécurisée. Vous voyez? Donc, c'est
toutes les couches sociales sont concernées, toutes les professions sont concernées, mais surtout, les plus grosses victimes, c'est les enfants de 14, 15 à 25 ans, et puis certaines professions. Ça veut dire quoi? Le chauffeur de bac, je ne lui demande pas de renoncer à son métier. Je veux qu'il comprenne que dans le cadre de ses activités, il ne peut pas conduire de 5h à 21h. Il faut qu'il ait au moins ses 8 heures de repos, ses 8 heures de sommeil, et qu'il peut le faire sans passer par ces artifices qui sont ces médicaments qu'il prend pour se stimuler le matin et ces médicaments qu'il prend pour obliger le sommeil à venir. Non, il y a un problème. Il fatigue son système nerveux central, il fatigue tout son corps et à la limite, il peut même provoquer des maladies cardiovasculaires. Oui, tel que vous dites, le problème s'avère très profond parce que si vous parlez des apprentis de bac, quelqu'un vous dira peut-être que la situation socio-économique fait que voilà, je suis obligé d'être à fond dans mon travail pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai besoin de ce genre de choses. C'est quoi le palliatif? Voilà. Une meilleure organisation du travail. Nous sommes censés travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui. Il faut approcher ces métiers, il faut approcher ces fêtiers-là pour une meilleure organisation du travail. Parce que le chauffeur qui a conduit de 5h à 21h, 22h, nous sommes tous en danger. Il peut nous cogner. Nous pouvons être dans son véhicule, il va faire un accident, nous faisons partie des victimes. Donc, il faut réorganiser. Il faut surtout leur faire comprendre qu'une autre organisation est possible pour ne pas avoir à recourir à ces médicaments qui, de toutes les façons, vont déranger leur esprit. Pour revenir à la question, quelles sont les enseignes indiquées, homologuées pour pouvoir rentrer en possession d'un médicament sur prescription? Parce qu'il y a des médicaments aussi qui sont vendus sans prescription. Ça existe? Oui, lorsque la prescription médicale est faite par un prescripteur autorisé, un médecin en l'occurrence pour ces médicaments, un médecin généraliste ou un psychiatre, on vérifie la régularité de l'ordonnance. Mais quand quelqu'un se présente à la pharmacie pour un conseil, on lui dit certaines choses. Aujourd'hui, sachant que le sirop néocodion sort et que les enfants en font n'importe quoi, on aura tendance à passer à un autre sirop comme le terpone, qui lui ne contient pas ces éléments qui sont dangereux. Aujourd'hui, sachant que les enfants font eux-mêmes des préparations magistrales, la fameuse Purple Drink, avec un sirop antitussif, avec un antihistaminique comme la prométhazine et avec du soda, ils font des préparations magistrales pour planer. Aujourd'hui, ces sirops antitussifs-là ne sortent pas comme ils auraient dû sortir. On les change, on les détourne vers d'autres choses qui ne contiennent pas ces éléments dangereux. On détournera... Voilà, il faut absolument avoir une discussion. Je veux dire que tout le monde doit jouer sa partition, mais en officine, nous sommes le dernier maillon. Donc, il faut absolument que les choses... Il y a un renforcement de capacité à avoir à ce niveau-là? Les pharmaciens ont été correctement formés, madame, dans ce pays. Et puis, il y a souvent... Donc, par rapport même au profil aussi des personnes qui arrivent et tout ça, il y a peut-être quelques petites... Oui, mais c'est pour cela que l'entretien au comptoir, quand la personne ou le patient vient, l'entretien au comptoir est important. Je veux dire, on a des éléments de repérage. Le sujet a un regard particulier. Voilà. Nous sommes du métier. Donc, il y a des éléments qui sautent aux yeux, qui vont faire qu'on va engager la conversation là où il faut qu'on l'engage pour le convaincre qu'on ne lui donnera pas le médicament et que si le problème se pose, qu'il aille en consultation. En allant en consultation, déjà, on commence à trouver des solutions. Alors, professeur, ce n'est pas tout le monde déjà qui part en consultation, voir un médecin. Très souvent, eh bien, on se rend directement à la pharmacie, dans les officines. Voilà l'automédication qui est très grave dans notre pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à une situation où aucun médicament ne puisse sortir de la pharmacie sans ordonnance? Parce que même le simple remontant va être acheté parce qu'on a des coups battus, parce qu'on est fatigué, on n'a pas bien dormi et tout. Il y a des produits de confort dans une pharmacie, il y a des produits de conseil. On ne peut pas tout verrouiller comme ça. On va empêcher les gens de se soigner. Mais quand ils arrivent, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il rentre dans une pharmacie et puis il sort avec sa boîte de Valium, comme ça se faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Non, c'est faux. Même quand... Les employés disent, on ne peut pas donner. Non, vous me connaissez. Non, on ne connaît personne. Il faut que ce soit dûment prescrit. Et ce n'est pas au conseil, au comptoir, qu'on va donner du Valium à quelqu'un. Non. Je vous assure, les gens font leur travail. Mais le gros problème, c'est les médicaments de rue dont le contrôle échappe à la profession. Ben oui, ça relève ici la porosité peut-être des circuits d'entrée. Où se situe le problème finalement? Comment ces médicaments-là atterrissent sur le marché? Comment ils sont détournés, ces médicaments? Comment ils atterrissent sur le marché? Vous me demandez comment est organisé le trafic ou comment sont organisés les trafics. Est-ce que vous pensez que j'ai la réponse à cette question? Non, mais nous, on surveille... Vous essayez aussi d'analyser voilà, nous surveillons après trouver nos des fournisseurs solutions, qui sont les grossistes répartiteurs pour qu'il y ait une traçabilité. Nous surveillons les officines, les pharmaciens se surveillent entre eux pour que le médicament soit vendu dans l'officine, selon les règles de l'art.
Si c'est un médicament du tableau, si c'est un médicament qui dérange l'esprit, il faut que ce soit dûment prescrit et il faut que ce soit sécurisé. Et nous avons des ordonnanciers où sont notés le nom du prescripteur, le nom du patient et les médicaments qui ont été donnés, les quantités qui ont été données. Je vous assure, le travail est fait, mais nous venons de loin, nous venons de très loin. Donc, souffrez que... Donnez-nous un peu plus de temps pour que la population voit le travail qui est fait. Il y va de la santé de tous. On espère que vous aurez un temps très réduit pour pouvoir résoudre le problème. Cela comporte... Vraiment, cela nous aidera à éviter toutes ces maladies, ces tares, en tout cas, de la société. Nous sommes très optimistes, madame. La toxicomanie. Nous sommes très optimistes, madame, mais nous insistons sur le volet valeur familiale. Parce que c'est de là-bas que part le problème. Voyez-vous, le produit qui circule, les drogues, nous n'avons pas la main là-dessus, nous ne faisons pas partie des forces de l'ordre. Même s'il y a quelque chose à enlever, c'est les forces de l'ordre, c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a une synergie d'action aussi. Oui. Le moment socio-culturel difficile, c'est quelque chose comme nous, les Africains, pouvons appeler le destin, nous ne pouvons pas le gérer. Mais nous pouvons gérer la formation de la personnalité de nos enfants dans des vies de famille équilibrées. Et c'est le vide que nous laissons dans la vie de nos enfants, qui est occupé par la rue, qui est pourvoyeuse de vices. Merci, professeur. En tout cas, on essaiera autant que faire se peut d'inciter les parents à prendre leurs responsabilités en amont et dehors, que le système aussi puisse suivre pour pouvoir canaliser tout ceci. Voilà, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Merci, professeur. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Demain, on sera encore là pour terminer la semaine, et oui, en beauté dans Matin Bonheur. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production et à l'édito aussi. Que Dieu vous garde. Au revoir.